donc la suite du cours précédent, c'est le début du cours numéro 2, en insistant sur cette notion d'interprétation dans le cas de la définition par présentation, avec ce texte de la page 26-27 que j'avais commencé à commenter. Alors, il est évident que cette objection n'est valable, dit-il, ou est valable plutôt si interpréter signifie transposer dans une forme verbale. Et pour savoir donc comment on interprète une définition par présentation, prenons un exemple. Admettons, comme il le dit, qu'en s'adressant à un Anglais, on dise « Voici ce que les Allemands appellent « Buch », B-U-C-H ». Dans la majorité des cas, les Anglais entendant cela comprendront le mot « book », qui est leur mot qui signifie « le livre ». Et dans ce cas-là, si lorsque je dis « Voici ce que les Allemands appellent « Buch », les Anglais comprennent « book », je pourrais dire que l'interprétation est exacte et que pour l'anglais à qui je me suis adressé, Buch, le mot Buch, qui est un mot allemand, signifie book, c'est-à-dire pour nous Français le livre. Si on lui montre un banjo, c'est toujours les exemples de Wittgenstein que je prends ici, et que l'autre pense au mot guitare, eh bien, si je lui demande alors de prendre un banjo parmi les objets qui sont devant lui, s'il prend l'objet désigné, nous dirons qu'il a compris le sens du terme banjo. S'il prend un autre objet, que le mot banjo signifie pour lui cet autre objet, et non pas ce que moi j'entendais par là, c'est-à-dire justement un instrument à cordes. Donc nous voyons que l'interprétation, c'est en fait ce que l'interlocuteur fait à partir du stimulus que représente pour lui le mot que j'ai prononcé. Si lorsque je prononce le mot « bourg », mon interlocuteur prend un livre et me dit « c'est cela, bourg », eh bien, il a donné une interprétation exacte de la signification du mot. Ici, je voudrais souligner une deuxième influence qu'a probablement subi Wittgenstein, et en tout cas une parenté d'idées avec l'un des grands courants philosophiques du début du siècle, et même de la fin du siècle dernier, aux États-Unis et en Angleterre, je veux dire le pragmatisme. Il est clair, et Jacques Bouvresse, qui est l'un des meilleurs spécialistes français de l'œuvre de Wittgenstein, l'a suffisamment souligné, que le pragmatisme est l'un des rares mouvements philosophiques qui ait véritablement influencé Wittgenstein. On le sait pour Peirce, P-E-I-R-C-E, l'un des fondateurs du mouvement, pour William James aussi, avec lequel Wittgenstein est en harmonie d'idées sur beaucoup de points. On ne l'a pas dit, à ma connaissance du moins, à propos de George Mead, G.H. Mead, M-E-A-D, plus connu comme fondateur de la psychologie sociale que comme philosophe, mais qui est un philosophe important. Et dans les textes de Mead, qui ont été réunis en français sous le titre « L'esprit, le soi et la société », aux presses universitaires de France en 1954, je crois, eh bien, dans de nombreux textes, Mead s'interroge aussi sur ce que c'est que le sens d'un mot, sur une théorie de la signification, et il dit que la signification du mot « chaise », c'est l'ensemble des mouvements que nous faisons pour venir nous asseoir sur elle. Et que quelqu'un à qui je m'adresse en disant « chaise » pourra me donner la preuve qu'il a compris le sens de mon mot, si justement, soit il montre du doigt la chaise, soit il s'assoit dessus, soit il me la porte pour que je puisse moi-même m'asseoir dessus. C'est une idée très voisine de celle que Wittgenstein développe ici, et je crois qu'il convenait de le souligner. Alors, Wittgenstein prend un deuxième exemple, bas de la page 27. Voici sous une autre forme comment se présente le problème. Comment quelqu'un à qui j'ai demandé « Aller dans ce champ, cueillir une fleur rouge », peut-il savoir quelle fleur il doit cueillir? Je ne lui ai donné d'autre indication qu'un mot. Rouge, en l'occurrence. Aller dans le champ, me cueillir une fleur rouge. Alors Wittgenstein répond à sa question de la manière suivante, page 28. On peut répondre d'abord qu'il avait à l'esprit une représentation du rouge, et qu'il a comparé des fleurs à cette image pour en découvrir une qui pourrait y correspondre. Donc vous voyez, première réponse plutôt à la question à laquelle Wittgenstein s'attache, une théorie de la représentation. Le mot, par exemple le mot rouge, est une stimulation pour le cerveau de celui qui entend, et ce cerveau produit une image. Cette image qui a été formée probablement, on peut le penser, à la suite de tous les objets rouges que l'individu a pu observer tout au long de sa vie, et le cerveau ferait donc correspondre au stimulus qui est le mot, la première réponse de l'organisme, d'où la possibilité pour lui de choisir une fleur rouge parmi toutes les autres. Alors, Wittgenstein commente cette première façon de répondre à la question qu'il a posée en disant « C'est bien là un mode de recherche, et la représentation peut n'être pas simplement une image mentale.
On peut utiliser par exemple un tableau comportant des noms de couleurs renvoyant à des cases colorées. Pour répondre à la demande d'aller cueillir une fleur rouge, on pose le doigt sur le mot rouge, renvoyant à l'une des cases, et on cherche une fleur de la couleur correspondante. Bon, imaginez, puisque c'est maintenant à la mode, ça n'existait pas au temps de Wittgenstein, ces jeux de société tels que par exemple le Scrabble, ou mieux un jeu de loi, ou des jeux où il y a justement des cases colorées, eh bien, on peut imaginer aussi que l'individu à qui je m'adresse comprend ce que je lui dis, s'il montre du doigt la case rouge, lorsque je lui dis « allez me chercher une fleur rouge », ou que simplement il se réfère mentalement à cette case rouge et qu'il va ensuite pouvoir choisir la bonne fleur dans le pré qui est devant lui. Alors, Wittgenstein ajoute, mais ce n'est pas là le seul mode de recherche, et ce n'est pas celui qu'on utilise habituellement. On regarde autour de soi, on s'avance pour cueillir une fleur sans la comparer à quoi que ce soit. Pour nous assurer que c'est bien ainsi que les choses se passent, supposons qu'on vous dise « imaginez une tache rouge », vous ne penserez pas à imaginer une première tache rouge pour servir de terme de comparaison avec la tache rouge que l'on vous demande d'imaginer. Alors vous voyez ici, Wittgenstein s'attaque donc à une théorie de la représentation fréquemment développée, suivant laquelle lorsqu'on entend un mot, ça éveille en nous une image mentale qui a été associée à ce mot dans notre expérience et dans nos apprentissages. Or pour lui, c'est pas comme ça qu'on peut rendre compte de la compréhension du sens d'un mot, puisque on comprend aussi quand on vous demande « imaginez une fleur rouge », on est capable chacun d'entre nous de le faire. Or, on ne l'a certainement pas fait par comparaison, en imaginant par exemple ce bouton rouge que moi pour l'instant je n'ai aucun mal à imaginer puisqu'il est devant moi et qui m'indique le moment où je dois cesser de parler, avec un mot stop qui est en dessous. Bon, si on me demande d'aller chercher une fleur rouge, je n'ai pas besoin de faire cette opération mentale qui consiste à comparer la représentation que le mot évoque en moi avec la représentation du rouge que j'ai sous les yeux en regardant le bouton, mais spontanément je vais accomplir un certain nombre de gestes. Et vous voyez que là encore, Wittgenstein préfère à toute tentative d'explication en termes d'entité mentale, en termes d'opération mentale telle que la comparaison, une explication en termes de description d'activité visible à tous. Qu'est-ce qu'on fait quand on va cueillir une fleur rouge? Eh bien, comme il le dit, on regarde autour de soi, on s'avance pour cueillir une fleur, sans la comparer à quoi que ce soit. Ici, donc, plutôt, encore une fois, que d'imaginer toute une série d'opérations mentales que, par définition même, on ne peut pas faire communiquer aux autres, Wittgenstein préfère essayer de répondre à la question sur la signification du sens d'un mot en se référant au comportement visible de celui qui a entendu le mot et qui y réagit, et donc en décrivant les activités qu'il accomplit lorsqu'il a entendu le mot. Alors, je continue question, page 28, milieu de la page. Mais direz-vous, n'y a-t-il pas, avant l'exécution de la demande, une interprétation de ces termes? Avant l'exécution de la demande, c'est-à-dire encore une fois d'aller cueillir la fleur rouge pour la personne qui me l'a demandé. Et dans certains cas, ajoute-t-il, nous pourrons effectivement constater cette interprétation préalable, et en d'autres, rien de semblable. D'où le paragraphe suivant qui est important, car on retrouve la problématique des rapports entre la pensée et le langage, et la manière dont Wittgenstein pose cette problématique, manière influencée par le fameux tournant linguistique qu'a opéré Frege, et dont je parlais en commençant mon cours. Wittgenstein écrit ceci: certains processus mentaux sont, semble-t-il, inséparables de l'exercice du langage et conditionnent son fonctionnement. J'entends ici les processus de compréhension et de signification. Alors je m'arrête un instant sur ce texte du bas de la page 28. Donc vous voyez qu'on ne peut pas pratiquer le langage, puisqu'il parle d'exercice ici, sans mobiliser des processus mentaux, le processus de la signification, le processus de la compréhension. Signification, donc, quel est le sens d'un terme, quel est le sens d'un mot, quel est le sens d'une phrase. Compréhension, on peut vérifier la compréhension de l'autre, eh bien, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, en décrivant les activités qu'il accomplit lorsqu'il entend ce mot ou cette phrase. Et Wittgenstein ajoute, eux seuls, c'est-à-dire ces processus mentaux, peuvent donner vie aux signes du langage. Et l'on dirait que l'unique fonction des signes est d'être l'amorce de ces processus, qui seuls, en fin de compte, devraient nous intéresser.
Si l'on nous demande alors quelle sorte de lien rattache le substantif à la chose qu'il désigne, nous serons tentés de répondre qu'il s'agit d'une relation psychologique, pensant sans doute plus particulièrement au mécanisme de l'association. On a tendance à voir dans l'utilisation du langage deux opérations distinctes, une opération extérieure et formelle, la manipulation des signes, et une opération organique, comprendre les signes, leur donner un sens, les interpréter, penser. Cette dernière opération se déroule, semble-t-il, dans un étrange milieu, l'esprit, et les mécanismes de l'esprit dont la nature apparemment nous échappe produisent des effets tout différents de ceux d'un quelconque mécanisme matériel. La pensée, qui est un de ces produits, peut s'accorder à la réalité ou la mettre en doute. Je puis penser à quelqu'un qui n'est pas ici, l'imaginer, l'évoquer d'un trait ou d'une remarque, même s'il se trouve à des milliers de kilomètres, même s'il est mort. Étrange mécanisme que celui du désir, dira-t-on, s'il me permet de désirer ce qui ne peut jamais arriver. Fin de citation, texte de la page 28-29 que je vais maintenant commenter. Donc, première idée importante, je crois, sur laquelle il convient d'insister, cette question de donner la vie au signe du langage. Bon, le mot est un signe, quel que soit le mot, que ce soit un substantif qui désigne une chose, que ce soit un verbe qui désigne une action, que ce soit une conjonction qui désigne une relation. La main et le pied sont deux des extrémités du corps. Si j'emploie cette phrase, le mot « et » désigne quelque chose qui joint, qui fait conjonction entre la main et le pied, parce qu'ils sont des traits communs, ou des propriétés communes. Mais le langage, c'est pas un ensemble de signes, c'est pas seulement, comme le disait de Saussure, un système de signes. Ce sont des signes qui ont une vie, et même si l'expression est assez difficile à interpréter, je pense que ce que Wittgenstein veut dire, c'est que justement, lorsqu'on entend un mot, on ne se contente pas de le comprendre, ou en tout cas au sens où on entend habituellement cette expression, saisir la signification, mais on agit. Et donc ça donne vie à quelque chose en nous. Si j'ai faim et que je prononce le mot pain n'est pas un seul signe mort, inerte, il est ce qui va m'inciter à aller à la boulangerie pour m'acheter du pain. Donc, vous voyez que c'est bien un ensemble de signes, le langage, mais qui ont vie. Et on ne peut saisir qu'un langage a été compris qu'à partir des actions qu'il induit chez celui qui l'entend, donc à partir de la vie. Alors, cela dit, vous voyez que Wittgenstein s'interroge sur la sorte de lien, comme il le dit, qui rattache le substantif à la chose qu'il désigne. Par exemple, le mot bourg, le mot allemand bourg au livre, à un livre, à ce livre que je tiens dans la main et que j'explique pour l'instant. Et si on s'interroge sur ce lien, on aura tendance à répondre comme le font philosophie et psychologie depuis de très nombreuses années à l'époque où Wittgenstein écrit, en pensant au mécanisme de l'association. Comme on disait tout à l'heure à propos de la fleur rouge, si j'entends le mot bourg, si je suis allemand, je vais tout de suite évoquer en moi l'image des livres que j'ai vus dans les librairies et les bibliothèques et associer l'image auditive du mot bourg à l'image visuelle du livre et à l'image tactile du livre que je tiens dans la main. D'où ce que dit Wittgenstein sur les deux opérations du langage, qui serait une opération extérieure et formelle qui est la manipulation des signes, et une opération organique, comme il le dit, c'est-à-dire les comprendre, leur donner un sens, c'est-à-dire penser. Mais si on interprète comme cela ce qui se passe en nous lorsque nous entendons un mot prononcé, ou même une phrase, il y a une question qui se pose, et c'est une des questions que Wittgenstein n'a cessé de se poser, et qui, à ses yeux, a emmené la philosophie dans une série d'embarras sans fin, dont elle ne pourra sortir qu'en reformulant la question autrement, c'est la question de qu'est-ce que c'est que l'esprit. Parce que où est-ce que ça se passe, ces mécanismes d'association? Eh bien, on peut répondre dans le cerveau, en tant qu'organe, mais on ne trouvera jamais dans le cerveau, si on le dissèque, si par hypothèse il était possible de disséquer un cerveau vivant, ce qui évidemment ce qui est impossible, sur l'homme en tout cas, parce que ce serait une torture épouvantable et moralement indéfendable, mais s'il était possible de faire cela, on ne saisirait pas l'association elle-même, qui est en fait ce que nous appelons un acte de l'esprit. Alors l'esprit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un milieu, au sens où l'espace est un milieu, au sens où la matière est un milieu? Voilà une des questions auxquelles la philosophie s'est toujours heurtée, et l'une des ambitions de Wittgenstein, c'est justement d'éviter qu'on ne tombe dans de fausses questions en philosophie en se laissant piéger par le langage, comme il le dit dans les investigations philosophiques. Si on perçoit l'esprit sur un modèle emprunté à la matière, donc si on l'exprime en termes de lieu où se dérouleraient des opérations, eh bien on va non seulement être incapable de saisir ce qu'est l'esprit,
mais en même temps, on va confondre celui-ci avec quelque chose de tout autre, qui est le matériel et le corporel. On peut parfaitement expliquer ce que c'est que les mécanismes de la digestion dans le corps. Il suffit de les observer, et il suffit d'observer ce qui se passe lorsqu'il se déroule mal, par opposition à ce qui se passe lorsqu'il se déroule normalement. Mais on ne pourra jamais, de la même manière en tout cas, expliquer ce que c'est que l'esprit. D'où la nécessité de s'interroger sur les phrases par lesquelles nous désignons des opérations de l'esprit ou nous parlons de l'esprit. Comme le dit Wittgenstein, je vous relis ce passage que j'essaie d'expliquer en haut de la page 29. Cette dernière opération se déroule, semble-t-il, dans un étrange milieu, l'esprit, et les mécanismes de l'esprit, dont la nature apparemment nous échappe, produisent des effets tout différents de ceux d'un quelconque mécanisme matériel. Et, entre autres choses, une des choses qui caractérise la pensée, c'est que soit elle s'accorde à la réalité, comme il l'écrit, page 29, soit elle la met en doute. Lorsque nous pensons, nous observons, nous décrivons, mais aussi nous interrogeons, mais aussi nous doutons, mais aussi nous soupçonnons, etc. Bref, la pensée est quelque chose d'extrêmement complexe, et ces opérations complexes que je viens de citer, on ne peut certainement pas pour Wittgenstein en rendre compte à partir d'une interprétation de la pensée en termes de milieu, comme on dit que l'organisme, je veux dire, peut être un milieu dans lequel se situent effectivement des micro-organismes dont certains peuvent troubler son fonctionnement, bactéries, virus, microbes, etc. Bien. D'où l'interrogation de Wittgenstein sur ce qu'il appelle, à la page 29, dans le deuxième paragraphe, les aspects occultes du processus de pensée. Si on ne peut pas penser la pensée à partir de la matière, et donc en s'exprimant en termes spatiaux, dans la pensée, où est-elle, etc., il semble que la pensée doit être assimilée à quelques phénomènes occultes. Mais évidemment, pour Wittgenstein, il n'en est rien. Il ne s'agit pas de faire de la pensée je ne sais quelle entité analogue aux fantômes, à la croyance desquels de nombreux esprits encore se réclamaient dans les siècles précédents, mais il s'agit d'essayer de trouver une méthode qui puisse saisir ce que c'est que la pensée, en décrivant des comportements d'abord. Alors, essayons d'éclairer donc ces aspects occultes du processus de pensée, en substituant, dit-il, à l'effort d'imagination, l'examen d'objets réels. Si, en effet, je veux comprendre le mot rouge, le plus souvent, on pense que pour le comprendre, il faut que j'ai dans mon esprit une représentation du rouge. Alors, si on ne procède pas pour comprendre en imaginant une tache rouge, voyons si on procède en comparant le mot que l'on a entendu avec le mot qu'on entend lorsque on voit sur une page colorée et qu'en même temps qu'on voit cette page, le maître nous dit voici du rouge ou cette maison a un toit rouge. Donc, vous voyez, remplaçons les représentations imaginatives par un objet réel. Alors, qu'est-ce qu'il en est à ce moment-là de la compréhension? Et que signifie animer le signe? Eh bien, on peut penser que la compréhension, c'est l'utilisation. C'est-à-dire que le sens d'un signe, ce serait finalement les actes qu'on accomplit lorsqu'on entend ce signe verbal prononcé. Je me réfère ici à la page 30 et au début de la page 31 du texte du cahier bleu. Alors, il commence par se référer à Frege et en insistant sur la critique du formalisme en mathématiques auquel Frege s'était livré. Et il dit la pensée de Frege pourrait s'interpréter de la façon suivante: les propositions mathématiques seraient inertes et sans intérêt si elles ne représentaient qu'une collection de formules, alors qu'une vie particulière les anime. On pourrait en dire autant de n'importe quelle proposition, privée de sens ou privée de pensée, une proposition est une chose morte. Rappelons que pour Frege, une proposition, c'est une phrase qui a une valeur de vérité, dont on peut déterminer la valeur de vérité au sens logique du terme, c'est-à-dire qui peut être vraie ou fausse. Eh bien, il faut, de toute façon,
qu'une phrase est une signification ou qu'une proposition est une signification pour pouvoir être dite une chose vive. Et cette signification, encore une fois, on peut la déceler dans les actes que l'audition de la phrase provoque chez celui qui l'entend. Alors, c'est ce que Wittgenstein dit dans les phrases qui suivent, toujours page 30. Nous en conclurons que pour donner vie à la proposition, il faut que s'ajoute au signe inerte un élément immatériel, doué de qualités toutes différentes de celles d'un simple signe, et si l'on nous demande de donner un nom à ce qui anime le signe, nous dirons que c'est son utilisation. Encore une fois, si vous dites à quelqu'un « va me chercher une fleur, rouge », eh bien l'utilisation qu'il va faire du mot, nous pourrons la déterminer lorsque nous le verrons entrer dans le champ, s'approcher de telle fleur, l'accueillir et me la rapporter. Alors, cela dit, en ce qui concerne le sens, il ne s'agit pas d'aller le chercher d'abord, dit Wittgenstein, dans la correspondance avec un objet réel. Le sens, dit-il, ce n'est pas en allant chercher un objet correspondant au signe que nous le trouverons. Il ne s'agit pas, encore une fois, de rechercher une substance qui réponde à un substantif. D'où le paragraphe du haut de la page 31, le signe, il met entre parenthèses la phrase, prend un sens par référence à un système de signes ou langage auquel il appartient. Comprendre une phrase, c'est en somme comprendre un langage. Alors, ce que je voudrais marquer ici, c'est déjà, la différence, c'est déjà, la définition, je veux dire, du signe et du sens, donc le sens du signe, par référence à un système de signes ou langage. Donc, vous voyez qu'on ne peut comprendre un signe qu'en le replaçant dans un tout. Et là encore, l'influence de Frege sur Wittgenstein est importante, puisqu'il applique ce que Frege appelait l'analyse du contexte. Dans une proposition, tous les éléments de la proposition ont un contenu, si la proposition elle-même a un sens, c'est-à-dire, pour Frege, en ce qui concerne la proposition, une valeur de vérité. Et un sens qui, encore une fois, peut être saisi par autrui. Alors, je saisirai le sens d'un mot en le replaçant dans une phrase qui elle-même a une signification et qui peut créer en moi tel ou tel type de comportement. Alors, il ajoute, après avoir dit que comprendre une phrase, c'est en somme comprendre un langage, donc ici vraiment analyse du contexte, puisqu'on remonte non seulement à la proposition, mais par-delà la proposition à un ensemble de propositions, c'est-à-dire au langage lui-même, il ajoute, la phrase est vivante, peut-on dire, en tant qu'elle fait partie d'un langage. Mais on est tenté de croire que quelque élément invisible, qui en est inséparable, vivifie ainsi la phrase, et un tel élément ne saurait être pour nous qu'un autre signe. Et il ajoute, ce qui donne à la pensée son caractère particulier, nous paraît être à première vue un enchaînement de représentations mentales. Et ce qui nous semble à la fois singulier et difficile, c'est de comprendre ce qui peut se passer dans l'esprit, et ne saurait se passer dans aucun autre milieu. On ne saurait mieux comparer ce milieu mental qu'au protoplasme d'une cellule, une amibe par exemple. Nous observons les mouvements de l'amibe, comme elle entoure de tentacules une matière qu'elle absorbe, la scission en cellules jumelles, dont chacune se développe comme la cellule d'origine. Ce protoplasme est d'une bien singulière nature, disons-nous, pour se comporter de la sorte. Et nous pensons sans doute qu'aucun mécanisme matériel ne se comportant ainsi, ce qui règle le comportement de l'amibe est d'une nature toute différente. De même, nous dirons volontiers, pour faire ce que l'esprit est capable de faire, il faut que ces mécanismes soient d'une singulière nature. Mais ici, notre erreur est double, car ce n'est pas du tout le fait que la pensée aboutit à de singuliers résultats, que nous ne sommes pas capables d'expliquer par un enchaînement de causes, qui nous la fera juger singulière. Autrement dit, le problème demeure confus et les termes n'en sont pas scientifiquement posés. Alors, vous voyez qu'ici, ce que Wittgenstein veut dire, je pense, même si le texte est difficile, c'est d'abord que la philosophie ne doit pas se calquer sur les méthodes des sciences. Et ça, c'est une chose qu'il n'a cessé de répéter, et en particulier dans les investigations philosophiques. Dans le cas des sciences, eh bien, on peut rechercher les causes d'un certain événement. On sait par exemple que c'est l'élévation de la température, lorsqu'on fait chauffer de l'eau, qui est la cause du changement d'état physique de celle-ci, puisque l'eau va passer à l'état gazeux, de l'état liquide à l'état gazeux. Lorsqu'on réfléchit sur la pensée, il ne s'agit pas de rechercher des causes. Il ne s'agit pas de faire du signe, qui est par exemple le mot lorsque je le prononce devant quelqu'un, la cause de l'apparition d'une image mentale en moi. Si on raisonne ainsi, c'est parce qu'au fond on s'imagine la pensée sur le modèle de la matière, alors que par définition même, la pensée, c'est autrement que la matière qu'elle se manifeste, et c'est donc avec d'autres méthodes que la recherche des causes qu'il nous faut procéder. La pensée, on ne peut pas la saisir directement non plus sauf en soi, mais en autrui, sa vie privée, comme nous dit souvent Wittgenstein, nous est inconnue,
Donc on ne peut saisir la pensée que par les actes que le sujet accomplit et qui lui donnent vie finalement à cette pensée. D'où la nécessité de ne pas analyser les mécanismes mentaux comme les mécanismes physiques, et ça explique pourquoi Wittgenstein a souvent pensé que la psychologie scientifique était partie sur de fausses bases, parce qu'elle voulait imiter les sciences de la nature, alors que pour saisir justement ce que c'est que la pensée, il ne faut pas appliquer des schémas causalistes et s'exprimer en termes de milieu, mais bien décrire des comportements qui justement naissent chez l'individu à l'audition de telle ou telle phrase. Par exemple, ce comportement qu'il nous décrivait tout à l'heure de la personne qui va dans le champ, qui se baisse pour ramasser une fleur rouge et qui me la rapporte lorsque je lui ai fait la demande « Veuillez me cueillir une fleur rouge ». C'est important ceci parce que on a souvent dit que Wittgenstein était un philosophe rigoureux qui disait que la philosophie n'aboutissait à aucune vérité alors que la science aboutit à des vérités. En un sens, effectivement, Wittgenstein défend cette thèse, qui d'ailleurs n'est pas du tout une thèse originale. Mais ce qui est important chez Wittgenstein beaucoup plus, c'est de comprendre que la philosophie se trompe lorsqu'elle veut se calquer sur les démarches des sciences. Et sur ce point, il s'oppose au positivisme logique et à des auteurs dont on l'a souvent rapproché, comme Rudolf Carnap. Carnap, ça s'écrit C-A-R-N-A-P.